Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Oser être soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie, qui a un parcours riche et atypique. Son histoire parle d'écoute de soi, de transformation, d'oser changer de voie, oser le changement pour se rapprocher de ses valeurs et être plus aligné. Donc bonjour Coralie, merci d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté de participer à mon podcast. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites? Première question. Alors, donc je m'appelle Coralie. Me présenter, c'est compliqué parce que j'ai un milliard de choses différentes. Oui. On va dire que ce que je peux dire, c'est que euh, je suis, je sais pas, une. Quel âge tu as? Oui, c'est vrai, des choses de base en fait. Oui. J'oublie. Non, c'est vrai. Donc j'ai 27 ans, 28 dans un mois. D'accord. Je viens du sud de la France D'accord. et je touche à tout. Oui, d'accord. Je touche à tout, j'aime tout et juste il y a un truc qui m'appelle, j'y vais, je le fais Ok. et voilà, j'ai plein de vies en une seule. Ok. Bah, c'est exactement pour ça que je t'ai invité dans le podcast. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter le début de ton parcours? Est-ce que par quoi tu as commencé et à quel moment tu as vraiment commencé à oser être toi-même et faire des choses que tu aimais vraiment? Oui. Alors, pour vraiment comprendre un peu mon parcours, faut revenir à mes 14-15 ans. Ok. Donc une période où j'ai été harcelée assez violemment au collège qui a été très compliquée. J'ai vécu une adolescence qui était vraiment un peu perturbée. J'étais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau comme beaucoup d'adolescents, mais voilà, il y avait vraiment des trucs en plus qui venaient un peu gâcher mon évolution personnelle. Donc à cette période de ma vie, j'étais dans l'équitation à fond, vraiment de manière un peu, de manière professionnelle jusqu'à mes 17-18 ans où donc j'ai arrêté l'école à cause du harcèlement, j'ai pas passé mon bac, j'ai pas eu mon brevet des collèges, enfin vraiment je suis jamais allée au lycée, je sais pas ce que c'est que de passer son bac de français, machin, j'en ai aucune idée, j'avais zéro culture générale à cause de ça. Donc déjà ça m'a vraiment sorti un peu de ma vie, enfin de la vie sociale. Ouais. Et puis à 17 ans, j'ai passé un diplôme de monitrice d'équitation et je me suis dit à ce moment-là que c'était tout ce qui était autour de moi, c'était pas moi, où j'avais envie de faire autre chose. Je me sentais, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais je me sentais plus intelligente que ce que j'étais en train de faire. Ouais. Et je me disais, faut que j'avance, c'est pas moi. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à aller vers qui j'étais, parce que je n'avais aucune connaissance de moi. Déjà qu'à 17 ans, personne ne se connaît, mais alors c'était vraiment encore pire. Je ne me situais nulle part. Mhm. Donc j'ai repris les études à ce moment-là et j'ai commencé un petit peu à apprendre juste la vie en fait. C'est très bête à dire, mais j'apprenais juste la vie, les codes sociaux, juste à me situer dans un groupe, etc. À découvrir d'autres choses que les chevaux et la compétition. Et puis à mes 23 ans, je crois, donc je suis allée jusqu'en première année de master, voilà, tout s'est bien passé, les études se sont bien passées, j'étais en alternance, je travaillais et tout ça. Tu faisais quoi comme étude? Je faisais du marketing et du design, donc, enfin illustration, tout ça. D'accord. Ok. Et puis ça me plaisait, c'était cool, c'était créatif. J'ai découvert que j'étais très créative, quelque chose que je savais absolument pas quand j'étais jeune. Et puis à 23 ans, j'ai décidé d'arrêter mon. J'avais 23 ans, je crois, 22 ou 23 ans, d'arrêter mon master Ok. et de me mettre à mon compte. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, où j'ai vraiment commencé à comprendre qui j'étais, à travailler fort sur moi et à ouvrir d'autres choses dans ma vie et en fait à vraiment découvrir ma personnalité, quoi. Ok. À 22 ans, je me suis mise à mon compte dans la médiumnité, donc rien à voir. Je D'accord. tirais les cartes aux gens. C'est tombé un peu sur moi et c'est ma spiritualité qui m'a vraiment permis de me connecter vraiment à qui je suis. Bon, je suis encore dans le process aujourd'hui, mais alors la Coralie de 28 ans, là bientôt, et la Coralie de 20 ans, 22 ans, c'est deux personnes, mais différentes, très différentes. C'est D'accord. deux familles différentes, c'est pas du tout la même. Ok. Ok. Donc voilà un petit peu le topo, quoi. D'accord. Et
Alors moi, ça m'intéresse la partie sur la médiumnité. J'aimerais bien savoir, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà eu des ressentis par rapport à ça? Est-ce que tu peux expliquer aussi aux gens ce qu'est la médiumnité concrètement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de charlatans, on va dire, dans ce milieu. Donc, qu'est-ce que c'est et est-ce que toi, tu avais déjà eu un attrait particulier quand tu étais plus jeune sur ce sujet? Alors, quand j'étais jeune, pas du tout, j'en avais très très peur. Ma mère était, on va dire, connectée à tout ça, ma famille du côté de ma mère aussi beaucoup. Mais moi, je vivais des choses, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup d'intuitions, beaucoup de rêves prémonitoires, etc. quand j'étais plus jeune, mais j'en avais peur. Ok. La médiumnité, du coup, c'est quoi on va dire que c'est une capacité de l'être humain de base que pas tout le monde développe, parce que pas tout le monde est ouvert à ça, ou en a envie, ou y croit, on va dire, mais c'est pas vraiment une croyance, c'est une vraie capacité. Et en fait, la médiumnité, c'est, on va dire, un prolongement de ses sens, tout simplement. On appelle ça les sens extrasensoriels. C'est vraiment de l'ouïe, on utilise l'ouïe pour capter des énergies, le toucher pour capter des énergies, mais ça part de nos sens de base en tant qu'être humain. Et ça nous permet de connecter au passé, au présent, au futur, des choses qu'il y a autour de nous, mais pas forcément que des êtres humains, ça peut être des animaux, ça peut être des objets, enfin c'est vraiment l'empreinte vibratoire des énergies qui est autour de nous, qui stagnent, qui sont là. Ce truc un peu où on ne sait pas où va l'âme après la mort, on va dire que la médiumnité, ça permet de capter ben, l'endroit là où elle va, après on ne sait pas trop, et même aussi juste les énergies des gens, quoi. Par exemple, si tu as vécu un truc fort dans ta vie et que je te fais les cartes, je vais pouvoir le savoir et te le dire, le ressentir. C'est vraiment de l'intuition, mais très développée et très poussée. On en a tous. Tout le monde peut le développer. J'ai aidé beaucoup de femmes à le faire. Même des personnes qui n'y croyaient pas du tout. Et ça se travaille. Donc tout le monde peut faire ça. Et du coup, j'ai oublié même la question initiale, c'était par rapport à qu'est-ce que la médiumnité. Est-ce que tu as des ressentis? Ah oui, comment c'est alors comment c'est venu? Bon, du coup, ça a toujours été là, en fait, depuis que je suis toute petite, mais je le comprenais pas et ça me faisait vraiment très 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 peur. Et comment ça se caractérisait? Ça se caractérisait principalement sous forme de, donc c'était surtout le soir, parce que vraiment le soir, avant d'aller dormir, c'est surtout les enfants d'ailleurs qui vivent ce genre de choses, les cauchemars nocturnes et les nuits un peu perturbées des enfants, c'est souvent lié à ça parce qu'ils sont plus connectés que nous forcément. Donc ça arrive le soir parce qu'on est beaucoup plus reposé, tranquille, on est en dehors du monde, de turbulences, enfin, on est vraiment déconnecté et connecté plus à soi, à son corps. Et quand donc j'étais petite, le soir dans ma chambre toute seule, j'allais entendre des choses, j'allais voir des choses, mais c'était pas forcément des personnes, hein, c'était des ombres, ce genre de choses. Je savais quand il allait se passer des trucs compliqués. Mon grand-père qui est décédé, je l'ai su avant. Mes animaux, je l'ai su avant. Qui j'allais rencontrer, après c'était un peu plus vieille, c'est plus vers mon adolescence, où là ça s'est vraiment vraiment, on va dire, démultiplié dans l'adolescence, parce qu'on vit des choses, notre vie est un peu plus intéressante, donc forcément on a plus d'intuition, etc. Et vers mon adolescence, je savais qui allaient être mes copains, je les voyais dans mes rêves, je savais quelles étaient les énergies qu'ils avaient, comment ils allaient être, leur personnalité. Ce que j'allais vivre aussi dans ma vie. Le fait que je sois en Australie aujourd'hui, en parcours d'immigration, je le savais. Entre mes 15 et mes 18 ans, j'ai eu énormément de rêves prémonitoires. Et tout ce que j'ai vécu dans ma vie, vraiment de très marquant, je l'ai vu en rêve avant. Donc il y a plein de choses encore aujourd'hui, je vis. Et je me dis, bah ouais, je le savais. Je le sais. Mais voilà. du coup, c'est-à-dire tu l'as rêvé ou tu l'as... Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre, mais comment tu sais que tu devais vivre telle ou telle chose? Alors c'était sous forme de rêves, vraiment, principalement des rêves, mais c'est pas des... En fait, les rêves prémonitoires se différencient des rêves qu'on appelle de décharge, où les rêves de décharge, c'est tout le stress qui s'en va, les angoisses, etc., où tu vas rêver, par exemple, tu es en plein milieu de Paris, d'un coup, il y a un éléphant qui arrive. Ça, c'est des rêves de décharge, par exemple. Les rêves prémonitoires, c'est vraiment des choses qui sont... On a l'impression que les rêves, ils durent, je sais pas, toute une nuit, alors qu'en vérité, c'est un rêve,
On a l'impression qu'il dure toute une nuit ou parfois même qu'il est super court, mais c'est très dense, très clair, c'est cohérent, c'est presque un film en fait, c'est quelque chose de sensé. C'est pas un coup je suis à Paris, un coup je suis là. Il y a- c'est déconstruit, il n'y a pas de sens, c'est trop bizarre, les éléments sont bizarres, tout est disproportionné, voilà. Non, les rêves prémonitoires, c'est vraiment concret, et quand on se réveille, ça nous a perturbé. On ressent des émotions, mais des émotions normales, humaines normales, peur, amour, etc. Et on a vraiment l'impression de l'avoir vécu profondément, quoi. Donc ça, c'est des rêves prémonitoires, et moi, je le vivais comme ça. Et c'est un peu comme des... Parce que ça reste dans notre tête, hein. Comme un rêve comme un cauchemar, on s'en souvient. Et puis, quand on se réveille, ça reste comme un sentiment de... Ah, c'était bizarre de rêver ça quand même. Comme tu as l'impression, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de rêver que, je sais pas, une copine à toi, je sais pas, il lui arrivait un truc, ou elle est tombée enceinte, ou des choses comme ça, et que ça arrive, bah, c'est ça, et tout le temps, pour tout, pour des choses bêtes, hein, et des choses plus importantes dans ma vie, comme ce qui allait se passer dans ma vie, les grands moments, le déménagement en Australie, l'ouverture de ma boîte, mon livre, ce genre de trucs, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses que tout le monde a cette capacité ou c'est vraiment parce que toi, tu as appris à écouter ton ressenti ou est-ce que c'est juste une sorte de don que tu as? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas du tout un don. En fait, ça dépend quelle est la définition du don qu'on a. Par exemple, il y a des personnes qui ont des dons artistiques, des dons de dessin, des dons de chant, des dons de musique. Donc oui, il y a des personnes qui ont une certaine forme de don, mais c'est pas parce que il y a des personnes qui ont le don de dessiner que quelqu'un qui ne sait pas dessiner ne peut jamais apprendre à dessiner. Donc c'est un peu le même process pour la médiumnité, c'est que il y a des personnes qui sont prédisposées à plus sensibles, on va dire, à ça, de par leur histoire familiale, de par comment elles ont grandi, leur personnalité, etc., leur sensibilité, et d'autres moins, mais qui peuvent le travailler et s'ouvrir à ça. Donc moi, ça a toujours été là, mais je l'ai vraiment développé parce que bah, déjà, c'était là, ça me faisait peur, ça me gâchait la vie. Donc en fait, je me suis dit, ma sensibilité me gâchait vraiment la vie jeune, je ne la comprenais pas, je ne me comprenais pas avec les autres, je savais pas me placer, m'identifier dans le monde. Et en fait, ça m'a aidé vraiment à juste, en le travaillant, en l'acceptant, parce que c'est vraiment une question d'acceptation, de se dire, ok, je suis pas folle, il y a un truc qui se passe, mais il se passe quoi? Et là, on parle pas de troubles psychiatriques, on parle vraiment d'un truc sensé, posé, qui est... parce que des fois, on mélange un peu tout. J'ai souvent des personnes qui me disent, oui, mais il y a des personnes qui ont des troubles bipolaires, qui ont des troubles psychiatriques, et qui elles aussi ressentent des choses, etc. Et ben, ça va un peu avec quand on a des troubles psychiatriques, on est beaucoup plus ouvert à des choses qu'on ne comprend pas, qui nous, voilà, moins cartésiennes, qui nous dépassent un petit peu et qui peuvent faire partie un peu de la folie pour certaines personnes. Mais pour autant, c'est juste qu'elles sont plus ouvertes à ça et un peu déstabilisées. Mais de manière un peu plus concrète, on peut ressentir des choses sans avoir de troubles psychiatriques ou être fou. Ça c'est sûr. Et puis non, absolument tout le monde peut travailler ça, quoi. Mais bon, même les scientifiques se sont penchés sur le sujet. Il y a beaucoup beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur le sujet et qui ont fait des recherches pour justement essayer de comprendre ça. Et bon, malheureusement, il n'y a pas de consensus scientifique, donc tous les scientifiques ne sont pas mis d'accord dessus, parce que c'est très controversé, notamment à cause de la pop culture où bah, on fait des films d'horreur sur ça, etc. Donc en fait, on l'a rendu, on a rendu ce domaine qui, de base, allait peut-être nous amener vers une meilleure compréhension de nos capacités humaines. On en a fait n'importe quoi pour juste en faire des films d'horreur et enfin voilà, alors qu'en vérité il y a vraiment quelque chose. Mais il y a aussi des gens qui en jouent, qui font croire des choses aux gens bien ou sûr, des charlatans comme je disais. bien sûr, bah, comme dans tout métier, hein. Ouais. Et par exemple dans tes séances, du coup parce que du coup pour moi médiumnité c'était aussi voir les défunts ou ressentir des choses sur les défunts. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé avec, dans des séances de ressentir des choses de défunts et est-ce que tu crois par exemple la vie après la mort, ce genre de choses? Alors ressentir des défunts, oui.
beaucoup. C'est d'ailleurs la partie la plus compliquée de cette partie, enfin de la médiumnité, on va dire. Donc il y a médiumnité, voyance, il y a plein de termes. Mais de toute manière, un voyant sera faire de la médiumnité, et un médium sera faire de la voyance. Enfin, c'est juste sur quoi on est plus à l'aise. Moi, j'étais plus à l'aise pour aider les gens sur leurs traumas, les aider dans leur vie de manière générale et aller voir un peu les traumas transgénérationnels des familles, etc., les trucs répétitifs. Et aussi aller faire un peu de contact, on va dire, défunt. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent, je sais pas, faire des soins d'énergie, corporelle, ce genre de trucs. Et du coup, oui, ça m'est arrivé, beaucoup. Ça se manifeste pas comme on le croit, c'est-à-dire je le vois pas. La personne vient pas devant moi en me racontant des choses. Par contre, je vais l'imaginer. En fait, c'est comme si je l'avais toujours connu et que là, par exemple, si je te dis pense à ta maman ou à ton papa, tu vas avoir son image dans ta tête. Et ben moi, quand je fais les cartes, un contact défunt avec quelqu'un, je vais avoir la même chose. Dans ma tête, je vais avoir pas de manière précise son visage, mais parfois. Mais vraiment ses grandes caractéristiques, pardon. On va dire qu'on parle trop anglais, c'est pour ça. Son énergie, sa personnalité, ses grands traits de caractère, en fait, je vais les ressentir et je vais pouvoir le dire. Et ensuite, au fur et à mesure que la connexion, que le lien se fait, eh ben, ça me transmet des informations. L'amour que la personne portait donc l'amour que le défunt portait à la personne à qui je fais la connexion, je sais pas, des non-dits ou des choses comme ça, en fait, les choses lourdes, vraiment des gros trucs qui ont besoin de sortir, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment le défunt, cette énergie qui vient en réel et qui est vraiment là aujourd'hui en même temps que moi? En tout cas, c'est ton ressenti. Je ne sais pas. Oui, voilà, c'est mon ressenti. Il y a des personnes qui les voient vraiment. Moi, ça se manifeste comme ça. Et après, comment dire, ça reste très très lourd à faire. Donc, c'est pas forcément des choses que j'ai commencé en fait à faire des séances. Après, je m'en suis beaucoup éloignée. J'ai vraiment aidé les gens à se reconnecter à eux-mêmes à travers leur médiumnité, leur intuition, les femmes principalement. Mais j'ai vraiment, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de séance ni rien parce que c'est épuisant. Mais alors, ouais, c'est super épuisant, ouais. Par rapport par rapport à quoi c'est le fait de recevoir ces énergies ou j'imagine aussi que les gens ils mettent tellement d'espoir sur toi ou sur la personne qui viennent voir. Ça doit être un mélange de plein de choses. Oui, ouais, c'est vrai quand la personne vient te voir, t'as une espèce de grande responsabilité qui vient sur les épaules, comme si tu devais répondre, voilà, répondre à ces inquiétudes, tous ces problèmes, alors que malheureusement, bah non, on n'est pas des divins dans le sens où on n'est pas Dieu, quoi. Donc on peut pas changer leur vie, on peut pas, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est leur dire la vérité, en fait. En fait, c'est tout bête, mais les médiums, les énergéticiens, etc., elles inventent rien, elles disent juste que tu sais déjà, sauf que tu veux pas te l'avouer. Quand il y a des personnes qui viennent et qui font ok, comment mon couple va aller et qui se posent des questions là-dessus, la voyante ou quoi, qui est là, elle va pas lui inventer des choses, elle va juste lui dire des choses que la personne sait déjà, mais qu'elle s'avoue pas parce que c'est de l'énergie en fait. Donc elle va juste sentir profondément ce qu'elle a. Et oui, elle va forcément prévenir l'avenir, enfin prévoir l'avenir, dire deux trois petites choses qui vont se passer et qui sont quand même très lourdes et très importantes. Mais voilà, comme pour les défunts, hein, les messages qui sont passés, c'est pas des choses que on invente, quoi. C'est des choses qui sont là. Pour la petite anecdote, par exemple, par rapport à ça, un des premiers contacts défunts que j'ai fait, j'avais ouais, la vingtaine, je sais plus, c'était en fait le copain d'une de mes meilleures potes que je ne connaissais quasiment pas, déjà parce qu'il est portugais. Donc il parlait pas très bien forcément français. Il est d'une culture et d'un pays qui est loin quand même enfin qui est loin. En tout cas, qui n'est pas français. Donc voilà, je le connaissais pas plus que ça. Il est venu à la maison, je lui ai fait les cartes et en fait je me suis connectée à je sais pas si sa grand-mère était déjà partie, je ne sais plus si elle était encore là ou pas, mais je m'étais connectée à sa grand-mère qui habitait au Portugal et je lui ai décrit l'entrée de sa maison, quel type de bijoux elle portait, où elle est rangée, comment elle s'appelait, comment elle était avec eux, vraiment des trucs que j'en sais rien de où elle habite, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça vient comme ça et on le sort et oui, c'est très fatigant parce que
Parce que c'est comme quand tu parles pendant des heures et des heures, t'es fatigué. C'est un peu le même truc, Ok. tu puises dans toi, quoi. Tu te concentres, tu vois, tu fais Ok. attention à ce que tu dis, tu dois essayer de te concentrer pour pas te tromper, parce qu'on peut se tromper. Il y a aussi nos propres ressentis et nos propres croyances qui viennent au milieu, Ouais. qui peuvent aussi perturber la transmission de l'information. Donc, c'est très, très, très épuisant, hein. C'est Ok. extrêmement physique et émotionnellement épuisant, ça, c'est Ok. sûr. Et est-ce que tu as eu des... Comment tes proches ont réagi quand ils ont su que tu faisais ça? Est-ce qu'ils étaient perplexes ou parce que souvent, surtout les gens qui sont très très cartésiens ont du mal à croire tout ça. Donc comment tes proches ont réagi et est-ce que tu aurais des... T'aimerais débunker des idées reçues sur la médiumnité en général? Ouais. Il faut que je réfléchisse à Oui. ça. Alors, ma famille, pas du tout, n'était pas du tout, enfin, il n'y avait pas de souci. C'est mon ex à l'époque qui avait pas trop aimé ça, parce qu'il était très très cartésien. Ouais. Et tout ce à quoi il avait assisté l'avait perturbé vraiment dans son, dans ses propres croyances à lui. En Ouais. fait, il n'arrivait pas à trouver d'explication et ça le perturbait. Bon, on s'est séparés, hein, dans tous les cas, voilà. Mais donc il y avait que lui que ça avait perturbé, mais sinon ma famille était déjà très connectée à tout ça, donc D'accord. c'est pas voilà, ça n'a pas trop posé de problème. D'accord. Euh, Parce que, en fait, aussi, ma question sous-jacente, c'est est-ce que tu as réussi à directement te faire confiance ou mettre des mots sur ce que tu ressentais? Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, si ça m'arrivait, j'aurais tendance à dire, à le repousser ou à dire que c'est pas réel, que c'est que dans ma tête, ce genre de choses. En fait, pour ça, au début, ça a été ça, hein, toute ma vie, jusqu'à mes 22 ans à peu près. En fait, ce qui m'a aidé, et qui aide beaucoup dans mon cas, c'est d'utiliser des outils. Parce que ça, c'est l'être humain, on est toujours plus rassuré par ce qui est tangible que par ce qui ne l'est pas. Donc, du coup, on va utiliser des cartes, on va utiliser un pendule, on va utiliser des outils. On a qui lisent dans des, dans des tasses de thé, enfin de café, ce genre de choses, du marc de café, les mains, les lignes de la main, etc. Moi, c'est les cartes, ça m'a aidé. Donc, en fait, j'ai appris les cartes D'accord. et tout ce que je ressentais, je faisais les cartes et en fait, les cartes m'apportaient soit des confirmations, soit on va dire des mots pour qualifier ce que je voyais dans ma tête ou ce que je ressentais dans mon corps. Donc ça m'a aidé. Et puis non, après, ce qui aide vraiment, c'est juste la pratique et que quand il y a une personne qui te dit mais comment tu peux savoir ça, mais c'est vrai, machin, et quand tu fais peur, j'ai fait peur à des gens. J'ai fait peur à des gens tellement j'étais précise. Et même moi, des fois, je me disais, Coralie, c'est bizarre quand même. Mais j'expérimentais tout autant qu'eux, ils étaient en train d'expérimenter. Donc, on apprend à se faire confiance au fur et à mesure. Et puis après, c'est comme tout, hein, ça nous tombe dessus. Si je l'ai pas choisi, j'ai pas choisi d'être médium et de faire ça. C'était plus un poids et ça l'est encore un peu aujourd'hui qu'autre chose. Ça serait que moi, j'en veux pas et laissez-moi tranquille, c'était très bien, hein. Euh, c'est pas un cadeau, hein. Vraiment pas. Et toutes les médiums, tous les médiums de cette terre qui sont, on va dire, honnêtes, le diront, c'est pas du tout un cadeau d'avoir ce genre de choses. Pas du tout. Ok. Au quotidien, ouais, non, pas du tout. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des, oui, comme je disais, t'as envie de débunker des idées reçues Ah, des sur, idées reçues. ouais, si t'en as. Euh, Enfin, il y en a plein, je pense. alors, la première que j'ai, parce que moi je l'avais aussi honnêtement, Oui. quand j'étais pas encore vraiment trop lancée dans ce domaine-là, c'est que du coup la médium ou le médium, enfin la personne peut lire dans les pensées de la personne. Alors heureusement que non, parce que vraiment on deviendrait taré. Donc non, je ne peux pas lire dans les pensées de la personne et c'est pas juste parce que je croise quelqu'un que je vais savoir sa vie. Ça peut arriver, ça peut malheureusement arriver, Ok. malgré nous dans le métro et tout, enfin des trucs qui arrivent quoi. Mais sinon, donc ça c'est faux. Après, le truc du don, hein, c'est pas un don, c'est juste une compétence humaine que pas tout le monde a développée. Enfin, on est sur Terre que depuis un clignement d'œil, donc enfin de cils, donc forcément il y a encore tellement de choses à comprendre qu'on ne comprend pas. On sait même pas pourquoi on est là, donc ce serait ce serait fou de dire non, ça existe pas, ah oui, ça existe. Non, on sait pas, on sait rien en fait. On n'a même pas encore découvert toutes les compétences et capacités de notre cerveau, donc ce serait prétentieux de dire je sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait débunker?
Euh, Ce cliché aussi entre deux là-dessus. Que tous les médiums, toutes les personnes un peu comme ça, c'est souvent, je sais pas si c'est un cliché général, mais des babas cool, un peu des perchés, etc. Alors bon, j'avoue que j'ai plein de tatouages de sorcières, donc bon, je rentre un peu dans le cliché, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est un peu voilà, des chats en forme de lune, une carte de tarot, une lune ici. Bon, D'accord. c'est vrai qu'on a un style un peu à nous, ça on va pas se le cacher. Mais écoute, moi j'en ai pas si t'en as à me donner. Si tu veux, je les débunk. Là, j'en ai Ouais. plus là. Par exemple, typiquement, si tu as un proche qui est décédé, que la personne va la voir en face et révéler des choses. Révéler des secrets de famille. Ouais, des trucs comme ça. Je sais pas si ça arrive. Alors, révéler des secrets de famille, franchement, ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver, mais ça va Et être. ça vient de la personne. Ouais. Ou D'accord. alors, ça peut aussi juste. C'est pas forcément lié à un défunt, ça peut être juste je te fais les cartes et il y a un gros truc dans ta famille. Bah, je peux le ressentir. Après, ça peut être compliqué de vraiment préciser qu'est-ce que c'est, mais il y aura le thème. Une grossesse non désirée, un enfant où son père c'est pas son vrai père, ou des choses comme ça, quoi. C'est un peu des gros trucs, D'accord. ce genre de choses. Donc ça, oui, ça peut arriver hein, complètement, hein, vraiment, vraiment. Une idée aussi. Non, ça c'est pas une idée reçue, mais c'est pas. On n'a pas tous. On n'a pas tous ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais ça peut arriver en fait, quand c'est des gros éléments, ouais. D'accord. Ouais, ça c'est sûr. Et est-ce que, par exemple, une idée reçue, si, je sais pas, t'es chez toi, puis il y a un esprit, ou je sais pas comment tu appelles ça, qui vient à toi et qui te parle, est-ce que ça peut arriver? Euh, En fait, c'est vraiment de la transmission. C'est comme une pensée en fait. Donc c'est pas vraiment qui va venir, qui va nous parler. On va sentir des choses, on va sentir une présence comme une énergie féminine, une énergie masculine dans une pièce, c'est ça. Une énergie enfantine ou ce genre de choses, on va le ressentir si c'est une personne âgée, etc. Donc les grands traits. Après, non, fort heureusement, ils viennent pas face à nous. Enfin, en tout cas, moi, et c'est vraiment pas. Ça peut arriver que je puisse voir des espèces d'ombres, des trucs comme ça, mais c'est plus de la transmission de pensée. Et du coup, c'est vraiment des choses qui vont nous venir comme ça et qui vont s'en aller, mais ça arrive pas tous les jours. C'est comme une personne c'est vraiment exactement pareil qu'un chanteur, qu'une chanteuse ou enfin une personne qui est un écrivain, une écrivaine, par exemple. Des fois, elle a des idées qui vont popper comme ça. Parce que c'est son truc artistique et qu'elle est inspirée, voilà. Et par contre, pour vraiment qu'elle produise, il faut qu'elle se mette dans le truc. Bah nous c'est pareil. Nous ça va nous popper parce qu'en fait on est entouré d'énergie et que des fois ça va venir. Mais si vraiment on veut réaliser quelque chose, vraiment capter des choses, il faut se mettre dans son moment de concentration quoi. Ouais voilà. Sinon heureusement ça arrive pas tout le temps, toutes les heures quoi. Ok, ça marche. Donc, du coup, pour dérouler un peu la suite, donc ensuite, tu as décidé d'arrêter. Et qu'est-ce que tu as fait par la suite? Notamment si, je sais pas si c'est dans la chronologie, mais si tu peux nous expliquer l'écriture de ton livre, etc. Est-ce que ça suit cette période-là? Alors oui, du coup donc je me suis lancée dans la médiumnité, j'ai fait les cartes, je recevais des gens chez moi, etc. Enfin j'étais vraiment la vraie médium quoi. Mais j'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois, honnêtement. Je me suis entraînée toute seule avec la famille et tout pendant peut-être une année, et puis pendant 6 mois, j'ai vraiment fait ça professionnellement. Mais ensuite, j'ai décidé de vite me détacher de ça parce qu'en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que les personnes venaient me voir, bon, déjà c'était principalement des femmes, quoi, qu'il y avait pas mal de garçons aussi, mais c'était principalement des femmes, et en fait, elles venaient me voir pour toujours la même raison. C'est des problématiques en fait de manque de confiance en elles, des choses qu'elles savaient mais qu'elles voulaient pas s'avouer, et en fait c'est beaucoup de trauma, beaucoup de trucs à travailler de leur côté. En fait, ça aurait été mieux qu'elles aillent voir un psychologue plutôt qu'elles viennent me voir moi. Et mine de rien, ce genre de personnes, médium et tout, c'est un bon complément à la psychologie en réalité. Si c'est bien fait et fait sainement. Parce qu'on parle pas de Madame Irma chez elle, voilà, on parle vraiment d'un truc un peu plus thérapeutique. Et du coup, j'ai décidé de vite me détacher de ça parce que je sentais que les gens devenaient dépendants et moi, c'était pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'aider les gens en me disant il faut qu'ils viennent me voir tous les samedis du mois. Pas du tout, au contraire, c'est ok.
j'essaie de te faire comprendre ce qui ne va pas dans ta vie, ce à quoi tu vas faire face dans ta vie parce que tu prends ce chemin-là qui n'est pas bon pour toi. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce qui va t'arriver si tu le fais pas. Vas-y, go. Voilà, fais-le maintenant. Ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, je me rendais compte que juste les cartes, ça suffisait pas à les aider. Du coup, j'ai commencé à me former à l'hypnose, au magnétisme, à d'autres trucs, à la psychologie aussi, donc à la psychanalyse, à ce genre de choses, bon, des formations vraiment que tout le monde peut faire, mais du coup, ça me permettait d'avoir un peu plus de concret plutôt que juste mon intuition et mes cartes, quoi. Et du coup, d'être plus apte à les aider, c'est ça. Et du coup, j'en ai fait au fur et à mesure. J'ai fait des accompagnements vraiment de femmes où j'ai les aidées à travailler sur leurs blessures émotionnelles, à travailler sur les traumas transgénérationnels, à se comprendre elles-mêmes, à écouter leur propre intuition elles, parce que c'est vraiment une super boussole l'intuition dans sa vie. Hein. On peut faire de super choix si on arrive à se poser, s'écouter et juste, ouais, juste s'écouter soi et pas écouter qu'est-ce que t'en penses toi d'aller machin. Non, juste s'écouter soi-même. Donc j'ai aidé les gens à faire ça, et utiliser aussi les cartes, parce que moi je sais faire les cartes, tout le monde peut le faire. Donc je leur apprenais pour qu'elles puissent le faire de leur côté et pas aller voir le médium tous les mois. Et du coup j'ai fait ça pendant 4 ans quand même. Donc pendant 4 ans j'ai fait ça, j'avais une académie où j'aidais les femmes, etc. Un podcast aussi du coup où j'expliquais, je débunkais et je rendais un peu plus accessible tout ce domaine-là. Et de ça a en découlé du coup mon livre. Donc ça c'est vraiment dans les 4 dernières années. Sachant que j'ai arrêté depuis un an tout ça. Et puis j'ai écrit mon livre en Australie. Figure-toi, on est arrivé en Australie il y a 2 ans, et en fait, après un tour du monde de 5 mois, on est arrivé en Australie et j'avais déjà le livre qui était en tête, on m'avait déjà contacté, etc. Mais ça bloquait, ça voulait pas se faire, ça voulait pas se faire, ça voulait pas se faire. On est arrivé en Australie, après, la maison d'édition accepte. Et j'étais dans une petite maison un peu dans le sud-est là, du Queensland, avec la forêt et tout. Enfin, vraiment un coin en vrai trop bien, mais carrément, carrément. Et j'ai écrit mon livre dans cette maison et on est parti. Franchement, quelques mois après que mon livre soit fini, vraiment à cette maison, j'ai fait mon livre et je suis partie. Et du coup, le livre a été écrit en Australie pour la France. Et puis là, plus du tout. Je fais plus du tout ça pour le moment. J'ai 1000 vies, hein. Je suis désolée, j'espère que c'est pas trop complexe à suivre. Donc j'ai fait mon livre, j'ai arrêté ma boîte en même temps, j'ai arrêté mon podcast, etc. Et je me suis lancée sur des études. Donc j'ai étudié l'anglais pendant 5-6 mois en Australie, toujours en Australie. Et puis là, je suis en train d'étudier un master en informatique pour être manager en informatique en Australie. D'accord. Du coup, wow. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Pour avoir la possibilité d'immigrer. Donc du coup, je suis en master en IT. Et en parallèle, je travaille en tant que community manager aussi, gestion de podcast, etc. pour une entreprise française en Australie. Et j'espère du coup cette année reprendre tout ça, en tout cas le podcast et peut-être écrire un autre livre. Mais la partie médiumnique et spirituelle, c'est vraiment pour moi, pour ma vie, transmettre, aider encore à travers des livres, mais j'ai plus envie, ni l'énergie, ni l'espace mental, ni l'envie tout simplement de vraiment refaire des séances, etc. parce que c'est trop prenant. Je préfère aider les gens en leur transmettant les outils et qu'ils sachent le faire de leur côté, plutôt que d'être la guide et qui va Enfin, les gens sont pas cons, quoi. Ils savent très bien faire par eux-mêmes s'ils apprennent. Donc, je préfère leur apprendre plutôt que de les rendre dépendantes de quelque chose, leur redonner leur pouvoir, quoi, tout simplement, quoi. Ok. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Déjà, tu as parlé de apprendre à écouter son intuition. Et je pense aux personnes, y compris moi, quand on a des grandes décisions à prendre, souvent, par exemple, moi, ce que je peux faire, c'est une liste, je sais pas si c'est bien, mais de le pour et le contre, voilà. J'imagine que s'écouter et écouter son intuition, c'est pas ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment prendre des bonnes décisions, si tu as des conseils? Et déjà cette première question. Alors, c'est dur, même pour moi, hein. Encore plus, en vrai, je pense que c'est plus facile si tu viens me voir avec ta grande décision et moi je vais t'aider sur cette grande décision, plutôt que de le faire pour moi-même. Donc tout le monde, ça va être surtout, même les médiums, etc., ils sont toujours plus
plus à l'aise en aidant les autres que soi-même. C'est super dur. Mais en tout cas, dans la pratique, ce qui m'aide malgré tout pour ce genre de choses, c'est d'écouter le corps, mais le corps physique, pas les émotions. Parce que les émotions, c'est trop compliqué. Il y a le stress, il y a les angoisses, c'est trop impulsif, surtout les femmes, il y a tout qui se mélange. C'est très compliqué. Donc le mieux, c'est d'écouter son corps vraiment physique. Il y a plein de petits tips pour ça. Le premier, le plus simple, on va dire, c'est vraiment de se poser, fermer les yeux, respirer, s'asseoir, j'en sais rien, ou s'allonger comme on le sent, et de réfléchir, vraiment de mettre le projet en 2 cases. Donc, ok, projet A, projet B. Penser au projet A, se projeter dans le projet A, vraiment de se sentir physiquement et de vraiment se voir à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y fait, ça va nous amener à quoi, où je suis, etc. De faire ça. Et juste d'écouter son corps. À ce moment-là, juste sentir son corps, voilà comment on se sent. On revient à soi, on se pose, on écrit si on veut, et on fait pareil pour le projet B. Et en fait, alors ça demande de la pratique, mais on va sentir une différence énergétique entre les deux. Le premier, ça va se sentir léger, on va être excité, on va avoir peur, on va avoir du stress, mais du stress positif. Du stress positif qui nous excite un peu comme si on allait en soirée, là, et on est excité d'aller en soirée, ou un nouveau truc, ou un manège, là, sensation, on est un peu excité, mais on a peur, mais c'est cool. Si, dans l'autre, on se sent un peu fermé, mal au ventre, un peu les épaules qui se rabaissent, un peu de tension dans le corps, c'est que c'est pas le bon choix, basta. Le problème avec tout ça, c'est de dire à son mental, tais-toi, et juste, il faut qu'on fasse ce que mon corps est dit, et pas ce que mon mental me dit, parce que papa ou maman me dit de faire ce choix-là, ou que comment vont me prendre les autres, c'est ça le plus dur. Donc ça, c'est vraiment le plus simple, en vérité, c'est de faire ça. Après, il y a un truc aussi avec le balancier du corps. Là, ça vient de la kinésiologie, où en fait, son corps part naturellement vers l'avant quand c'est quelque chose de bon, et vers l'arrière quand c'est quelque chose de négatif, en fait. Donc il y a le oui vers l'avant et le non vers l'arrière. Donc pareil, si jamais on se met debout, on réfléchit au projet, et si son corps il part vers l'avant, c'est assez positif, vers l'arrière négatif. Ou le truc de on est assis, on fait le truc du projet A, projet B, et en fait on va se dire ok, est-ce que ce projet A il est bon pour moi? Et si son corps il commence à se renfermer et vraiment les épaules voûtées, bah, c'est de la tension, c'est pas ok. Et s'il s'ouvre, au contraire, vraiment la poitrine s'ouvre et qu'on se sent bien grandi, là c'est positif. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent aider vraiment sur juste l'écoute de son corps et pas du mental. Parce que ce que tu fais, le pour et le contre, c'est du mental de ouf. Oui. C'est vraiment le pour, je vais gagner de l'argent. Ok, mais ça. C'est difficile de sortir du mental. C'est très dur. Surtout, moi je suis quelqu'un qui réfléchit. Enfin, je suis assez cartésienne. Enfin, ça dépend. Je suis quand même assez spirituelle, mais j'aime quand c'est vraiment A plus B, quoi. Donc, c'est difficile de sortir de l'émotionnel aussi. Et du coup, je sais pas si tu aurais des conseils pour sortir de l'émotionnel, juste essayer de prendre du recul, mais c'est pas facile. Sortir de l'émotionnel, en fait, c'est impossible. Parce qu'on est des êtres émotionnels, donc c'est pas possible. Par contre, apprendre à écouter et comprendre ses émotions, c'est important, quoi. Parce que les émotions, on peut pas les enlever, on peut les calmer, les comprendre. Mais oui, je pense que c'est le plus important parce que en vrai, on a tout en nous, quoi. Mais je dis ça, mais moi, la première, hein, je suis en panique quand je dois prendre des grandes décisions. Après, ça dépend de chacun. Par exemple, mon compagnon, lui, est aussi très intuitif, mais il a besoin de temps. Il a vraiment besoin de temps pour arriver à décortiquer ses émotions. Et du coup, prendre la bonne décision. Et sur le temps, en fait, il va arriver à apaiser et à se dire, ok, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, j'ai absolument pas de patience. Donc, attendre 1 mois, 3 mois pour prendre une décision, c'est lunaire. Hein, en 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, il faut que ce soit plié. Même les grosses décisions. Hein. Et du coup, j'ai pas cette patience. Je vais me faire une méditation d'1 heure. Je vais le refaire le lendemain. Et en fait, là, dans les 2 jours, il faut que la décision soit prise. Mais du coup, pour aller plus vite, je fais des méditations, je me pose, j'essaie de respirer, d'aller marcher en plein air et tout. Alors que lui, juste, il fait sa vie, il attend de moi et il a sa décision, quoi. Donc ça dépend les gens, mais moi, j'arrive pas. Ça marche. Et par rapport à ton livre, donc ton livre qui s'appelle S'éveiller à l'invisible, c'est bien ça. Je mettrai les notes en barre d'infos du livre. Comment tu t'es dit que tu avais la légitimité, entre guillemets, d'écrire un livre?
Et comment tu as contacté les maisons d'édition? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui aimeraient faire ça, mais qui osent juste pas se lancer. Donc toi, comment tu as osé le faire? Dépasser ta Alors, déjà, la légitimité, c'est très compliqué parce que même encore aujourd'hui, je l'ai pas du tout. Enfin, pour moi, le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, quoi. Il est là, mais enfin, ah ouais, non, non, oui, non. Si j'ai du mal à, je suis très fière de moi. Je dis pas, je vois marqué Coralie Seno, c'est génial, mais c'est comme si c'était un alter ego qui l'avait écrit, quoi. C'est pas moi, Coralie, quoi. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très compliqué, très compliqué. Ensuite, pour ce qui est de l'écriture du livre, contacter les maisons d'édition. Alors, dans mon cas, j'ai pas eu besoin de les contacter. J'ai eu cette idée d'écrire un livre. J'avais très envie d'écrire depuis que j'ai 16 ans. J'ai ce rêve d'écrire un livre qui est venu à peu près en même temps où j'ai eu ce rêve de partir en Australie et d'apprendre l'anglais et de vivre dans un pays étranger. Donc, je suis chanceuse, hein, 28 ans, j'ai réalisé les deux. Mais du coup, en fait, on m'a contacté via mon podcast. D'accord. Et on m'a proposé du coup de faire un livre. À la base, à 16 ans, je voulais écrire un livre d'histoire, hein, mais finalement, c'est parti sur un livre de dev perso. Dans la médiumnité, j'aurais jamais cru, mais bon, c'est la vie. Et du coup, cette personne m'a contactée, et ensuite, elle est, on va dire, apporteuse d'affaires. Donc, elle a des contacts avec les maisons d'édition, et on a créé le projet, on a monté le projet, et on l'a envoyé aux maisons d'édition. Enfin, elle l'a envoyé aux maisons d'édition. Donc, j'ai pas vraiment eu j'ai pas eu à contacter les maisons d'édition toute seule. D'accord. Par contre, si je devais le faire un jour, ce qui peut-être arrivera, déjà, c'est se poser sur son projet et vraiment le mettre en forme. Faire, quand on contacte les maisons d'édition avec des mails, c'est tout à fait possible. Enfin, c'est tout à fait accessible, il faut le faire, hein. Même des petites maisons d'édition, hein. Il faut le faire, mais il faut créer un projet, un petit drive, là, un petit Google Drive, un petit Google Doc, etc., où on écrit qui on est, pourquoi on veut écrire un livre, quel est notre parcours, qu'est-ce qui fait de nous qui on est, quoi. Écrire quelques idées de titres, etc. Qu'est-ce que va apporter le livre aux gens, qui on vise. C'est vraiment un dossier un peu, voilà, faire un peu de. Pour les personnes qui ont fait du marketing, je suis sûre que ça doit leur parler. Mais ouais, exactement. Si on a déjà l'idée du sommaire, ce qu'on veut faire, et ben l'écrire aussi. Après, le sommaire, il bouge tout le temps de toute façon, voilà. Et vraiment, en fait, construire son dossier, se présenter. Si on a des réseaux, les mettre, vraiment se vendre. Il faut faire un dossier où on se vend, un joli mail, et on l'envoie à toutes les maisons d'édition. Et si on a déjà écrit une partie du livre, même si c'est pas définitif, l'envoyer aussi parce que les maisons d'édition veulent voir comment on écrit. D'accord. Même si c'est un truc qui a rien à voir, si vous avez, je sais pas, t'as écrit des poèmes, tu le mets, quoi. Même, tu vois, parce que ça les aide à voir, ok, quelle est la touche, la maison d'édition, elle veut voir qui tu es, c'est quoi ton énergie, ton truc. Et il faut le faire. Il faut le faire. Au pire, au pire, t'as des noms, quoi. Et au mieux, il suffit d'un oui et t'écris ton livre, hein, donc c'est très très chouette, hein. Ok, trop bien. Et si les gens devaient retenir une seule chose de ton livre, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? C'est vrai que finalement, j'en parle même pas, tu vois, c'est pour te dire que vraiment, je suis pas, voilà. Donc pour contextualiser, oui, c'est bien moi qui l'ai écrit. Donc mon livre, il a vraiment été pensé pour amener une touche scientifique dans ce domaine-là. Je voulais pas dire, ok, il faut prier Dieu, il faut machin, les énergies, le ciel, les guides. Non, je suis vraiment pas ça. Bien que en vrai, je crache pas du tout là-dessus. Et chacun sa manière d'expliquer les choses. Moi, j'avais envie d'amener du concret pour justement crédibiliser le domaine. Oui, voilà, exactement. Donc j'ai pris tout ce que je savais, mes expériences, parce que ça vient de moi, j'ai que moi qui expérimenté le truc, etc. Les personnes que j'ai accompagnées aussi. J'en ai fait des espèces de théories. Je me suis rapprochée aussi des différentes théories scientifiques qui existaient. Donc ça remonte aux années 80, 70. Okay. Aujourd'hui, on n'a plus trop qui sont faites. Même s'il y a énormément d'universités qui ont un domaine parapsychologique. Okay. Même en Australie, il y en a une université qui étudie la parapsychologie. En fait, là, ce que je raconte, c'est de la parapsychologie. Para, donc c'est psychologie, mais para, c'est l'aspect, on va dire, parallèle, quoi. Enfin, c'est un aspect de la psychologie qui englobe, du coup, tout ce qui est voyance, télékinésie, le fait de pouvoir déplacer des objets avec les énergies. Alors, l'ésotérisme, c'est vraiment, on va dire que c'est un synonyme. Pour parler de ça, c'est un peu un mot qu'on utilise dans la culture populaire. Mais le vrai terme, c'est parapsychologie. Mais oui, en gros, c'est ça, quoi. Donc les outils, la voyance, la télépathie, ce genre de choses. Et donc c'est étudié dans beaucoup d'universités dans le monde, mais on en parle. Ouais. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Donc du coup, je me suis posée là-dessus.
J'ai décortiqué un peu ces études, je suis allée chercher à voir, ok, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'expliquer? Et en fait, il y a beaucoup de trucs qui se sont expliqués, qui se sont vraiment, on va dire, emboîtés. Et donc, dans le livre, c'est vraiment un parcours. Il y a la partie comprendre, écouter, pratique. D'accord. Et on va vraiment, qu'est-ce que c'est que la parapsychologie, la médiumnité, comment ça se manifeste, comment on l'utilise, comment on le développe, c'est quoi les rêves prémonitoires, c'est quoi les énergies, pourquoi on est capable de faire ça, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc c'est vraiment une explication on va dire pseudo-scientifique parce que je suis pas scientifique. Ouais. Donc je me suis appuyée en tout cas sur des recherches scientifiques pour expliquer tout ça. Et il est un peu dédié en fait à toutes les personnes qui ont envie de comprendre tout ça, et même les sceptiques, parce que j'ai vraiment fait ce livre en me disant, si un jour il y a un sceptique qui tombe dessus, qui l'ouvre et qui le feuillette, c'est ben que ça le fasse réfléchir, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc voilà, toutes les femmes et les hommes, et même les gens qui veulent comprendre un peu ce domaine, le pousser un peu plus, et travailler aussi sur soi, parce qu'il y a une grosse partie psychologique, dans le sens où on va travailler ses blessures émotionnelles, ses croyances. Parce que si tu travailles pas sur toi, tu peux pas accéder clairement aux bonnes informations. Enfin, tu peux pas lire clairement les informations que tu reçois et donc aider les autres. Tu peux pas aider les autres si tu vas pas bien, quoi. Enfin voilà, partie de là, voilà. Donc on va aussi travailler sur soi, etc. Dans le livre, quoi. Suite à cette écriture du livre, je voulais revenir aussi sur, avant de parler de ce que tu fais maintenant, tu as dit que tu es partie en tour du monde. J'aimerais savoir ce que ça t'a apporté et pourquoi vous avez décidé de faire ce projet ensemble. Alors on a fait ça, j'avais encore ma boîte, je faisais encore ce que je faisais, mais du coup en distanciel, et on est parti il y a 2 ans avant de venir en Australie. Donc tu travaillais dans l'académie Ouais, j'avais mon académie et du coup j'ai travaillé en distanciel, je continuais à faire mes visios, enfin, toute mon académie, quoi, les podcasts et tout aussi. Et du coup on est parti à la base pour 1 an, on était parti pour 1 an. Et malheureusement, on a dû écourter parce que on a eu des. La vie est bien faite, je pense. La vie est bien faite. On partait vraiment pour 1 an. On avait tout prévu. On avait vendu toutes nos affaires, nos meubles, etc. Notre chat a été confié à ma belle-mère, puis ensuite à mon beau-frère. Vraiment, on avait tout quitté. Le but, c'était, on revient dans 1 an. Et ensuite, on immigre quelque part. Et en fait, on voulait partir en voyage pour voir tous les différents pays qui nous attiraient, pour voir, dans lequel on a envie de poser nos valises. Du coup, on est parti pendant ces 5 mois, dans l'objectif de trouver le pays dans lequel on avait envie de se poser. Parce que vous aviez pas envie de vivre Non, pas du tout. Ouais, c'était un projet déjà un rêve qu'il avait depuis tout petit de vivre à l'étranger, parce qu'il a beaucoup voyagé dans sa vie. Il avait déjà fait une 30aine de pays avant qu'on parte. Moi, j'avais fait, écoute, l'Angleterre et puis l'Italie, enfin voilà quoi, tu vois, autour quoi, voilà. Il y a encore l'Europe, c'est un grand mot, c'était vraiment autour de la France, on va dire. Et du coup, donc on est parti 5 mois, on a voyagé dans le Pacifique, enfin dans l'Océanie, on va dire, on a fait les pays d'Océanie. Et puis, au bout de, je crois, 4 mois, on a eu des soucis de dents, alors qu'on avait tout checké avant de partir et tout, vraiment. Des gros soucis de dents. Mon copain s'est retrouvé en Corée du Sud, bloqué pendant 1 semaine, à pas pouvoir manger ni rien, ni ouvrir la bouche, il était tout gonflé, enfin c'était un enfer. Et on avait fait cette partie-là, donc Australie, Japon, etc. Et on voulait faire l'autre partie du globe, donc États-Unis, Amérique du Sud et tout. Et on devait faire une halte dans une des îles d'Haïti. Avant de partir en Amérique du Sud, etc. Donc c'était le projet. Et en fait, avec les problèmes de dents et tout, on s'est dit, mais là, si on arrive aux États-Unis et qu'on doit aller chez le dentiste, mais là, c'est même pas la peine, quoi. Ça a coûté une fortune. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à Haïti, on rentre en France et on va pour repartir? Est-ce qu'on rentre en France tout de suite? Et on voulait absolument aller à Haïti, quoi. Et c'était une petite île, je me souviens plus le nom de l'île. Finalement, c'est les prix des billets qui nous ont dit, ok, on va aller en France, parce que c'était plus cher, vraiment très cher de faire Haïti-France plutôt que France. Donc ça s'est joué à ça. Et en fait, on est rentré. Et le jour où on était censé être dans cette île, à Haïti, on voulait aller faire de la plongée, on voulait rester 3-4 jours là-bas, etc. Mais en fait, cette île a pris feu.
Mais vraiment, je sais plus le nom de cette île, à chaque fois j'oublie. C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans. Ah, d'accord. 2 ans, 2 ans et demi, je D'accord. crois. Et il y a eu un feu en fait déclaré sur l'île. Ouais, et il y a eu énormément de personnes qui sont malheureusement décédées. Il y a des habitations qui ont été encerclées par le feu, etc. Et on devait être en plein milieu de cette île, exactement au même moment où il y a eu l'incendie. Donc en fait, nos dents nous ont sauvé la vie, quoi. Je pense que parce que nous connaissant, en plus, on partait en backpack, on allait dormir au fin fond de. Enfin vraiment, on partait sans vraiment voyageur, quoi. Et on se serait retrouvé dans un hostel au milieu de l'île en attendant notre plongée. Enfin, nous connaissant, c'était sûr et certain qu'on aurait été en plein milieu du truc, quoi. Donc du coup, on est rentré. Et c'est sûr, j'en suis persuadée, mais vraiment parce que tout nous poussait à rentrer, tout. Donc il y avait Juste des problèmes dedans, ouais. Et puis on est rentré, il n'y a plus eu de soucis, quoi. Vraiment, donc c'était fou. Donc voilà, on est parti en 5 mois, pendant 5 mois en voyage. Ça m'a, comment dire, changé profondément. Le voyage m'a profondément changé, calmé, apaisé, ouvert au monde. Et j'ai aussi découvert beaucoup de spiritualité dans plein de pays différents. Une spiritualité différente de celle des Occidentaux, on va dire, quoi. Et en fait, ouais, il m'a aidé à me reconnecter à moi-même, me découvrir. Il nous a beaucoup aidé dans notre couple aussi, forcément, parce que ça passe ou ça casse, hein. Vraiment, ça passe ou ça casse. Challenge énorme. Gros challenge, ouais. Et par contre, à ce moment-là aussi de ma vie, je travaillais beaucoup, vraiment. Il n'y avait pas de vacances, c'était 7 jours sur 7, j'étais sur les réseaux tout le temps. Enfin, je travaillais énormément, je faisais que ça. Et en fait, j'ai perdu, on va dire, 2 mois dans le voyage de 5 mois à travailler. Vraiment, j'ai perdu du temps à travailler, je faisais que ça. Et je l'ai regretté. Et en fait, pendant le voyage, je me suis dit, mais tu fais quoi là? Tu pars, tu travailles comme une dingue, à quoi ça sert? Enfin, reste chez toi en fait, c'est pareil, tu restes dans ton bureau, tu fais pareil. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à me détacher du coup de mes grosses ambitions, parce que j'avais une grosse ambition de vraiment faire connaître la parapsychologie en France. Je voulais ouvrir une école. J'en avais déjà ouverte une en ligne, mais je voulais vraiment grandir le truc. J'étais partie pour des ambitions énormes. Et puis en fait, ce voyage, il m'a juste posé. Il me dit, mais si tu as des choses à transmettre, elles se transmettront au moment où elles devront se transmettre. Voilà, le livre, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais ça m'a vraiment calmée et recentré un peu sur moi. Mais juste moi. Plus aider le monde, juste m'aider moi-même. C'est déjà pas mal. Parce que j'ai aidé tout le monde, mais je m'aidais pas moi, quoi. Donc ouais, ce voyage m'a beaucoup apporté. De dingue. Et puis ensuite, du coup, on est venu en Australie quelques mois après. On est rentré en août. Et on est arrivé en Australie en février. Voilà. Puis là, je suis. Je suis là. Et est-ce que tu as fait des... j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a aidé à te recentrer sur toi? Parce qu'on dit souvent que le voyage, c'est aussi un voyage intérieur, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que tu te reconnectes à toi-même et que... Parce que, enfin, en voyage, on bouge beaucoup, on rencontre beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé à recentrer tes priorités peut-être et avoir un chemin un petit peu plus différent de ce que tu avais avant? C'est pas une question facile, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est dur de pointer vraiment du doigt le truc. Je pense qu'il n'y a pas un truc, c'est plusieurs. Là, ce qui me vient en tête, c'est l'ouverture au monde, dans le sens où de voir qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a des personnes qui n'ont rien et qui sont 15 fois plus heureux que toi. Il y a des, on va dire, c'est pas des peuples, mais oui, des personnes vraiment. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est. Enfin, quand on voit dans les conditions dans lesquelles les gens vivent parfois, des familles, des enfants, où on va vraiment au plus près des locaux, en plein milieu de la forêt, et que ils sont hyper ouverts, ils parlent pas ta langue, ils sont hyper ouverts, hyper gentils, alors qu'ils n'ont rien. Enfin, vraiment, ils vivent dans des conditions atroces. Je suis allée à Bali. C'était vers Munduk, dans le nord de Bali. On avait voyagé là-bas on avait rencontré des Français, on est parti par là-bas, etc.
Et dans un restaurant, je voulais aller aux toilettes, donc il y a le fils du propriétaire qui m'a emmené, etc. Vraiment chez lui, du coup. Et ça m'a un peu fait pris une claque de voir les conditions dans lesquelles il vivait. Je suis allée aux toilettes, sur ce qu'on pourrait appeler ça des toilettes, je sais pas, en tout cas c'est pas la vision occidentale qu'on en a. Et quand j'ai vu dans les conditions dans lesquelles il vivait, euh, c'est pas sur le coup où je me suis dit waouh et tout, parce que c'était normal en fait quand on au bout de 4 mois, 3 mois de voyage, quand t'es en Asie du Sud-Est, voilà, on voit pire. Mais de voir ça en fait, ils ont aucun confort et pourtant ils sont super heureux, ils sont hyper proches de la nature, hyper proches des gens. Il n'y a pas de jugement, il y a pas ils ne rabaissent pas, ils sont ouverts, ils ont le cœur sur la main. Et ça m'a vraiment aidé à me dire mais qu'est-ce qui est important? Et même tout mon ego dégueulasse d'occidentale et de française, mais il en a pris un coup. De se croire supérieur, de penser que on n'a jamais assez, de toujours voilà, exactement. Exactement, le confort, les gens. En fait, c'est quand je suis rentrée en France, voyager et vu tout ça, je suis rentrée en France et je suis partie dans une dépression, enfin clairement, ouais, vraiment. Ouais, la dépression du voyage du voyage, vraiment, en rentrant, je suis rentrée en France, on arrivait à Paris en plus, quoi. Pire lieu pour arriver après un voyage pire lieu pour atterrir. J'arrive à Paris et tu te sens, t'as l'impression d'arriver, t'as l'impression qu'en fait c'est la vie qu'on mène dans ce genre de pays qui est pas normale en fait. T'as l'impression que ce qui est plus normal c'est la vie qu'ils vivent eux sans rien, plus proche de l'humain en fait et de la nature d'une certaine manière, même si c'est très pollué mais c'est pas vraiment à cause d'eux, enfin voilà. Quand on revient comme ça en France et qu'on voit la vie qu'on a, les gens, on se dit mais c'est vous qui êtes bizarre là. Oui c'est ça. Mais énormément, c'est hyper individualiste et c'est horrible. C'est horrible et t'as pas le choix en fait, tu es obligé de rentrer dans le jeu parce que si tu fais l'inverse, et nous ça, non mais c'est horrible. Et la première expérience qui nous est arrivée en rentrant à Paris, il y a une maman, on était dans l'aéroport à Paris, vraiment je pense que ça se voyait qu'on revenait d'un voyage parce qu'on était, je pense qu'énergétiquement ça se sentait vraiment, on était dans une bulle quoi, vraiment dans une bulle d'amour et tout. Et on était dans l'aéroport. Et il y avait des escaliers automatiques, là, je sais plus comment c'est, escalateur, là. Et il y a une maman qui était avec son enfant, qui avait des valises, machin, la poussette et tout, mais en galère pas possible, qui était un petit peu devant nous, et on la voit galérer. Tout le monde lui passe à côté. Il n'y a pas un mec qui s'arrête, qui se pose, qui va l'aider. Pas un. Et bon, évidemment, la première chose, je la vois un peu galérer de loin et tout. Je tapote mon mec à côté, mais on n'a même pas réfléchi, on est allé l'aider, on a pris ses valises, on l'a emmené jusqu'en haut, machin, on l'a aidé, quoi, mais ça nous a semblé normal. Et tous les gens passent, ils ne regardent pas. Ils s'en foutent. Mais en Australie aussi, hein, c'est pire même, je pense, en Australie. Et en fait, c'est... Ouais, mais j'étais heureuse du coup de pas être comme ça. J'étais très, très heureuse de pas être comme ça. Et c'est encore au fond de moi, heureusement. Et ça m'a bien changé là-dessus aussi, sur le fait de plus avoir peur des gens, en fait. C'est bête, mais le voyage m'a permis de plus avoir peur des gens. De plus avoir peur des gens et plus avoir peur du monde, de la vie. De sortir. Je suis allée en Corée du Sud, du coup, toute seule pendant une journée à voyager. Il y a rien qui est écrit en anglais en Corée du Sud, tout est en coréen. Et mon mec était avec sa grosse joue là, il pouvait pas manger, il pouvait pas boire, il pouvait rien faire. Donc je suis partie visiter toute seule la Corée du Sud, je parlais pas anglais. Et ben je me suis fait aider par un chauffeur de bus, il est descendu, il m'a aidé, il m'a montré, il m'a amené vers l'autre bus. Ça n'existe pas ça dans la plupart des pays quoi. Et du coup c'est ça surtout qui m'a aidé à me reconnecter à moi et à l'humain. Et puis je pense que c'est le truc principal. C'est vraiment de juste se reconnecter à l'humain, quoi, en fait. Ce voyage m'a aidé à ça. Ouais. Et qu'est-ce qui, tu penses, fait que, après c'est une question de culture, je pense, mais qu'est-ce qui fait que en Occident ou dans les pays développés, on est vachement centré vers nous-mêmes, on est très méfiant en France par exemple. Euh, Après c'est vrai que niveau sécurité, bon on peut le comprendre, enfin notamment de la part des femmes, par exemple, on se sent pas toujours en sécurité, donc forcément il y a de la méfiance. Mais qu'est-ce qui fait vraiment, selon toi, la différence entre les pays d'Asie ou un peu moins développés où tout le monde s'entraide, etc., et les pays d'Occident où c'est très individualiste?
Alors, ça va être très très controversé ce que je vais dire. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est une histoire de religion. Je pense que c'est principalement, c'est au-delà de la culture, c'est un problème de religion, et dans le bon et dans le mauvais. Quand je vois en Asie du Sud-Est, ouais, en Asie du Sud-Est de manière générale, ouais, la présence de la religion et les religions en elles-mêmes aussi, quoi, en fait. Voilà, tout ce qui est, c'est Bouddha, c'est euh, à chaque fois j'oublie, l'hindouisme. Donc en Asie du Sud-Est, c'est principalement ça. Là, en fait, le rapport qu'ils ont à la religion et la religion en elle-même, elle est omniprésente et elle influe beaucoup sur les individus. Nous, les problèmes d'insécurité qu'on a en France, j'ai envie de dire, c'est un mélange des religions qui s'entrechoquent, qui ne fonctionnent pas. Quand on va en Australie, par exemple, il y a des problèmes aussi qui sont liés à ça, notamment avec, on est plus bon, en vrai, même pas, il n'y a pas tant de problèmes en Australie sur la sécurité, c'est plus la drogue. Donc ça, c'est encore un autre problème beaucoup plus sociétal et beaucoup plus évolution de la société plutôt que la religion en elle-même. Mais je pense que c'est la religion qui pose des problèmes là-dedans, en fait. Ce serait comment il n'y aurait pas de religion? En fait, tout simplement, il y aurait une religion, c'est l'être humain, voilà, le vivant. Le problème des religions, selon moi, c'est que c'est juste une société, en fait, la religion. Toutes les religions pour moi sont pas forcément très bonnes, dans le sens où c'est vraiment beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations, de conduite de vie. Il faut que tu fasses comme ça et pas comme ça. Ensuite, il y a une autre religion qui va être là et qui va dire bah non, mais moi, on réfléchit comme ça, donc c'est toi qui as tort. Non, mais c'est toi qui as tort. En fait, c'est des micro-sociétés les religions. Et moi, je pense que c'est ça qui pose problème. Chaque pays a sa religion, chaque pays a ses problèmes en rapport avec sa religion. Nous, en Europe, on a parce que entre le christianisme et les musulmans, en Australie, ils vont avoir d'autres soucis. Enfin, le souci, pour moi, c'est juste une question de religion, et c'est qu'en fait, on met les gens dans des cases là-dedans, au lieu de se dire, ok, t'es un être humain, je suis un être humain, on s'aime, on se respecte, basta, quoi. Il n'y a pas de, moi, je traite la femme comme ça, moi, je fais ci comme ça. En fait, c'est juste, t'es un être humain, tu te respectes, on s'aime, on s'entraide, et basta. Il y a des religions qui sont un peu plus ouvertes sur ça, notamment l'hindouisme, qui est un peu plus ouvert là-dessus. Et il y en a d'autres où le christianisme, par exemple, malheureusement, c'est extrêmement fermé, extrêmement dur, et ce qui fait qu'on est extrêmement méchants les uns envers les autres, et c'est pas que en France, hein, et beaucoup moins tolérant. Le christianisme n'a aucune tolérance, enfin zéro, zéro, zéro de chez zéro. Donc bon, partie de là, pour moi, c'est ça le souci, quoi. Après, c'est un peu controversé, c'est compliqué, etc. Parce que voilà. Mais je pense que le souci, il est là. De ce que j'ai vu, en tout cas, dans tous les pays j'ai voyagé, dans les pays dans lesquels j'ai voyagé, pour moi, le problème, c'est pas la culture, c'est la religion. Ok. Ok. Donc, du coup, après ton être rentré en France, vous avez décidé de vous installer en Australie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'Australie en particulier? Et donc, est-ce que tu peux nous redire un peu ce que tu fais en ce moment, tes études actuelles, pourquoi tu as décidé de te lancer dans un domaine complètement différent? Tu m'as dit aussi que tu étais community manager. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est plus en détail? Alors, pour ce qui est de ce que je fais, non, pas de souci. Ce que je fais en ce moment, donc mon master, c'est très pragmatique. Je le fais que ça va nous permettre d'immigrer. Pour être honnête, je le fais que pour ça. Honnêtement, ça serait que de moi. Alors si l'informatique, enfin j'ai choisi celui-là parce que c'est sûr que ça me plaît beaucoup plus, l'informatique, etc. Et la manière avec laquelle on utilise l'informatique, c'est intéressant. Et puis c'est un truc que je faisais aussi avant. Dans mes études, j'ai aussi fait du développement web, de la programmation, etc. Donc du coup, c'était un peu, ça faisait sens de continuer en IT. Maintenant, honnêtement, je ne me vois pas du tout travailler dans ça toute ma vie, etc. Mais c'est intéressant. J'aime bien apprendre. J'aime apprendre de toute manière. Et j'aime apprendre des choses complexes aussi. J'aime beaucoup ça. Si j'avais pu, j'aurais étudié un master en psycho. Malheureusement, c'est pas possible. Bah, il faut faire 5 ans, quoi. C'est pas 2. Donc, c'est trop cher après. C'est très très cher. Déjà, le master nous coûte cher. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le master en IT. C'est une des voies qui nous permettait d'immigrer par rapport à mon profil. Voilà, donc c'est pas du tout sexy. Je suis totalement honnête. Je suis totalement honnête. Après, pour ce qui est de mon métier actuellement, alors j'ai toujours été dans le marketing et dans la communication, les réseaux, tout ça. Voilà.
Ça m'a créé, que ce soit créé d'un point de vue digital ou créé d'un point de vue papier, on va dire. J'aime la création dans tous les sens du terme. Et du coup, là, je suis community manager, je m'occupe d'un podcast aussi, je m'occupe en fait d'un blog en Australie qui a été fait par un Français il y a 10 ans, quand ils sont arrivés en couple aussi, il y a plus de 10 ans maintenant. Ils sont arrivés en Australie, ils ont créé ça s'appelle Australie Guide du Backpacker. Moi, je leur ferai un peu de pub. Et en fait, ils aident les Français, les francophones de manière générale, dans leur parcours de PVT en Australie. Un peu d'immigration aussi, mais on est plus sur les working holiday visa, tout ça. Ouais. Et on va les aider vraiment l'étape 1 à 0, mais on ne vend rien. Ils ne vendent rien, c'est vraiment juste de l'aide, voilà, comme un podcast gratuit, un blog gratuit. Et moi, je gère un peu tout ça, je l'aide en fait à gérer la partie digitale du coup. Et puis voilà ce que je fais actuellement. C'est être community manager? Ouais, alors en vrai, c'est un peu, on va dire que c'est du social media manager. Ouais, social media manager. On peut appeler ça aussi multimédia spécialiste. Ouais, je gère les réseaux, je l'aide sur le développement des réseaux, sur le podcast, sur la vie digitale en fait de tout ça, le développer, etc. D'accord. Donc on peut dire que c'est community manager, mais c'est pas que community manager, c'est voilà, un peu chef de projet digital peut-être, un truc comme ça quoi. Voilà. Okay. Ensuite, j'ai des questions un peu plus générales pour le podcast. Déjà, première question qui me vient, c'est est-ce que tu es plus heureuse en Australie que tu l'étais en France? Et qu'est-ce que tu retrouves ici que tu penses peut-être que tu n'aurais pas en France? Alors, c'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, bien sûr. Est-ce que je suis plus heureuse en tant que femme, en tant que l'acceptation de mon corps, de ma féminité, je suis beaucoup plus heureuse ici. Vraiment. C'est dû à l'Australie ou Ouais, c'est dû à l'Australie, je pense, vraiment. Parce que je me serais pas autorisée à développer autant mon aspect juste douceur, féminin, de pouvoir m'habiller comme je veux, si j'ai envie de mettre des choses courtes, si j'ai envie de mettre des choses qui sont près du corps, si j'ai envie de m'habiller d'une certaine manière, et je suis complètement libre. Il n'y a pas un homme qui va enfin, c'est très très rare, il n'y a pas un mec qui va nous regarder, il n'y a pas une meuf qui va nous rabaisser. Si j'ai envie de m'habiller avec une jupe longue à la Marie Ingalls, je m'habille comme ça et ça embête personne. Donc je suis verso, alors mon côté verso est super content, parce que je fais ce que je veux, mes tatouages aussi, tout le monde s'en fiche quoi. Donc je suis très heureuse en tant que femme. Ça oui, je peux prendre beaucoup plus soin de moi ici parce que j'ai plus d'argent. Et pourtant, on paye des études, enfin voilà, on n'est pas dans la meilleure situation financière et ça va quoi. Parce qu'on fait de la colocation, qu'on sous-loue, qu'il y a plus de possibilités. Donc du coup, je m'occupe beaucoup plus de moi, je vais me faire masser, voilà. Donc ça oui, en tant que femme. Dans la vie un peu plus perso, c'est-à-dire d'un point de vue familial, évidemment non, je le suis pas, parce que mes parents me manquent, parce que ma famille me manque, le fait de juste appeler sa famille, se dire tiens ce week-end on va aller manger un barbecue, d'appeler une copine qui est à côté, ça n'existe pas ici. Socialement, on va dire, je suis pas heureuse parce que j'ai pas exactement, j'ai pas mon cercle proche, c'est très compliqué de se faire des amis en Australie. Comme malheureusement la plupart des Français, etc., ils sont en working holiday visa, ils s'en vont. Oui, hein c'est vrai. Donc nous après on reste, eux ils s'en vont, j'en ai vu plein. Oui, mais tu peux rencontrer des Australiens ou des locaux. Très compliqué. Ah, très pourquoi compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la culture est tellement différente. C'est des British en plus, quand on connaît l'histoire du pays, donc la colonisation, etc., c'est pas juste des British, parce qu'avant, quand même, en Angleterre, c'était partie de l'Europe, il y avait le Brexit et tout, mais il y avait quand même une culture proche de l'Europe, et avec les Anglais, on partage beaucoup de choses, on a le sang chaud et tout, enfin voilà. En Australie, c'est très américanisé, du coup, et c'est extrêmement lissé. Pas du tout dans l'émotionnel, ils intellectualisent leurs émotions, que nous on les extériorise, on les vit physiquement, eux non. Donc déjà il y a une cassure là-dessus, on a du mal à se comprendre. Nous on va paraître trop violent pour eux et eux ils vont paraître trop renfermés pour nous, donc on a du mal à se comprendre. J'ai essayé plusieurs fois, et ça ne matche pas. Mon copain et moi on n'y arrive pas, on n'a peut-être pas encore rencontré les personnes qu'il fallait. Du coup
C'est au niveau des émotions, juste. Enfin, c'est une question d'émotion ou C'est une question de langage en fait. Mais langage pas l'anglais en lui-même. Oui, C'est une question de langage de comment moi je vais vivre ce truc-là, comment toi tu vas le vivre. En fait, c'est tellement différent qu'on se comprend pas. On a une manière de vivre qui est vraiment à l'opposé. Et puis on est arrivé dans le pays tard, on est arrivé à 25-26 ans. C'est trop compliqué à 25 ans de se faire à quelque chose de nouveau. Si on serait arrivé quand on avait 12 ans. Exactement. Exactement. Donc ça malheureusement ça marche pas. Par contre je m'entends très très bien avec asiatiques, sud-américains. Ça oui. Mais les Australiens pure souche, on n'y arrive pas. On n'a aucun ami australien, aucun, zéro, et on a essayé. Donc on verra peut-être dans le futur, mais en tout cas pour le moment, peut-être ça va mettre plus de temps, mais ça nous, c'est horrible à dire parce qu'en plus on est en Australie. Enfin, au contraire, on serait censé, voilà, ben ça nous attire pas du tout de se faire pote avec des Australiens. Ça ne marche pas quoi. Alors, on aimerait beaucoup, mais on n'a pas encore trouvé les personnes qui nous correspondent peut-être aussi. Donc voilà, mais sinon globalement oui, je suis quand même plus heureuse en Australie parce que la vie est plus libre. Là où la France c'est très renfermé, trop codé, on ne peut pas sortir du moule. Et ça, moi, c'est un truc que je n'arrive pas. Je me sens plus libre ici, quoi, ça, c'est sûr. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? Waouh. Donc la moi d'il y a 10 ans, elle a 17-18 ans, du coup. Oh mon Dieu. C'est déjà 10 ans? Oh non. Dieu. Ok, la moi d'il y a... Donc quand j'avais 17-18 ans, c'était la période de ma vie où je voulais reprendre mes études, où je pensais vraiment que j'avais la rage d'y arriver, beaucoup de courage, d'ambition, mais tout le monde m'a freiné. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'arriverais jamais, que j'étais trop bête. Bien sûr, j'avais ni bac ni brevet. Toutes les personnes qui étaient autour de moi, dans le milieu de l'équitation, me disaient que j'étais beaucoup trop bête pour y arriver. Il y a des personnes qui m'ont dit que même pour passer mon permis, j'y arriverais pas, alors que je l'ai eu à 18 ans, le jour de mes 18 ans. Ah ouais, non, mais oui, c'est fou. Ça, je déteste la mentalité française pour de nombreuses choses par rapport à ça. Voilà. Donc, du coup, ce que je lui dirais, c'est juste les écoute pas, fais ta vie, et puis tu verras que ces personnes dans 10 ans, du coup, et je sais où elles en sont, ces personnes dans 10 ans, elles en sont toujours au même point, quoi. Alors que moi, en 10 ans, j'ai vécu 20 vies et j'en suis là aujourd'hui, donc juste je les écoute pas. Et je croyais quand j'avais 17 ans, personne qui était plus âgée que moi, plus âgée que moi, que ce qu'elle me disait, c'était la vérité absolue et qu'il fallait que je les croie. Et ben, je me rends compte aujourd'hui, et c'est ce que je lui dirais, tu sais, les personnes qui sont plus âgées que toi, elles peuvent avoir 20 ans d'expérience de plus, elles peuvent en avoir 30, ce qu'elles te disent, c'est pas vrai. C'est leurs insécurités qu'elles projettent sur toi. Si elles te disent tu vas pas y arriver, c'est parce qu'elles se donnent pas la chance de reprendre des études et de changer de vie parce qu'elles sont malheureuses. Donc écoute-toi et écoute pas les vieux frustrés, quoi, tout simplement, qui ont juste besoin d'aller voir un psy, en fait. C'est tout, quoi. Donc ce serait un peu violent ce que je dirais, mais vas-y, quoi. C'est hyper important. Ok. Ensuite, quelle est la définition de la réussite pour toi? Ça veut dire quoi, réussir sa vie? Alors, en vrai, assez facile à répondre parce que j'y pense souvent. Pour moi, réussir sa vie, c'est le fait de se projeter à 90 ans, bon, je sais pas quel âge je vais partir, mais se projeter à ma fin de vie, quand j'aurai 90 ans sur mon lit d'hôpital ou vraiment en fin de vie, et me dire, ok, est-ce que tu regrettes ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais préféré ne pas faire? Et juste me dire, même si tu l'as vécu de manière imparfaite, même s'il y a eu plein de choses qui ont été compliquées, qui n'ont pas été nickel, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce que tu as fait, d'avoir changé 500 fois de vie professionnelle, d'avoir, je sais pas, d'être parti à l'autre bout du monde, de t'être éloigné de ta famille, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça? Est-ce que tu regrettes? Et si à 80 ans, je me dis, waouh, ma vie, elle a été remplie, là, j'ai réussi. C'est même pas qu'une question d'argent, et pourtant, pour moi, l'argent, c'est très important. Mais là, c'est vraiment une question de pas avoir de regrets. Des remords, oui, on a tous des remords. J'en ai déjà. Des regrets, je regrette de pas avoir fait ça. Ça, je veux pas. J'essaie de pas en avoir. Et je me dis que c'est ça, réussir sa vie. Je pense. Trop bien. Et c'est ce qui te pousse à toujours faire ce qui t'anime, et malgré la peur. Trop bien. Ensuite, une question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Que
tu as osé faire quelque chose que tu n'avais jamais fait? Bah, en Australie, en vrai, souvent, hein. Ah ouais? Souvent, bah ouais, tout bête, mais m'inscrire à la pole dance alors que je Ah, parlais trop pas bien. anglais. Ok. Ouais, et donc c'était il y a plusieurs. Bon, j'ai Quand arrêté t'es la pole arrivée dance, en mais Australie, du coup. ouais, Ok. j'étais en train d'écrire mon livre, j'étais enfermée à la maison tous les jours, je travaillais pas à part ça. J'avais aucune vie sociale, donc en fait, ma première année en Australie a été une année de dépression profonde, très malheureuse. Ah ouais? J'ai vraiment passé une première année En très PVT, compliquée. t'étais? J'étais en working holiday visa, donc oui en PVT, et c'était très compliqué. On a vécu 1 an et demi avec mon copain où vraiment on a eu beaucoup de difficultés pour arriver où on en est aujourd'hui. Là, on commence ça y est, on est stable, on est posé, on a le visa étudiant, on a jusqu'en 2030, on a le master, le machin. Une vision un peu plus. On est stable. Ouais. On est stable, tellement stable qu'on pense même à adopter un chat, donc on est vraiment stable. Mais on a passé 1 an et demi très compliqué. Financièrement, émotionnellement, on s'est séparés. Enfin, ça a été très Ok. compliqué. Donc, du coup, une des dernières fois que j'ai fait un truc pour la première fois, Ouais. en vrai, j'en ai deux. Donc, c'est le truc de la pole dance, de m'inscrire à la pole dance alors que bah, je parle pas anglais, de danser un truc hyper féminin, sexy. Ouais. C'était, Faut enfin, être à l'aise faut être avec super son à l'aise corps. avec son corps, Mm. chose qui n'était pas mon cas. Mm. J'avais l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enfin, vraiment, voilà. Donc ça a été très dur. J'ai fait des crises d'angoisse à l'idée d'y aller, mais j'y suis allée, je l'ai fait. Et la dernière, la plus récente, euh, c'est, je crois que c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours des nouveaux trucs quand je suis en Australie, d'aller dans un concert, d'aller dans un concert en Australie, d'aller même des fois faire je sais pas, dans un nouveau lieu ou quoi, c'est toujours des premières fois, tu vois. Et Mm. là, par exemple, d'étudier à l'université, donc je suis jamais à l'université de ma vie. Parler, du coup, je sais pas ce que c'est que l'université. Donc là, bah, ma première dernière fois, c'est l'université en Australie, quoi. Mon premier jour dans un environnement que je connais pas, dans une super université, en anglais, en train d'étudier un master. Avec des gens qui sont plus jeunes. Il y a tous les âges. Ah, il y a tous les Ouais, âges. il y a tous les âges. Ok. Ouais, ben pour le moment en tout cas. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est courant de se lancer dans des études à tout âge ici? Ouais. Ok. Il y a beaucoup de mamans qui ont. Il y a beaucoup de mamans de 40 Ah ans, ouais, d'accord. de 30 ans. Il n'y a pas tant de jeunes que ça, hein. On est Ah plus ouais, dans mon âge, on est plus dans les d'accord. trentenaires que les plus jeunes. Ok. En tout cas en master, parce qu'en fait en Australie, ils étudient jusqu'au bachelor. Mm. Après, ils arrêtent, ils n'ont pas besoin d'aller plus haut. Là où D'accord. nous, même avec un doctorat, tu t'en sors pas. Ici, un bachelor, c'est déjà beaucoup d'études. D'accord. Donc les masters, c'est soit parce que tu veux immigrer, donc il y a beaucoup d'étrangers. D'accord. Dans ma classe, il y a 100% d'étrangers, il n'y a pas un seul Australien pour le moment. Le fonctionnement est totalement différent en France, c'est plein de sujets et tout. Et ouais, beaucoup de reconversions professionnelles ou juste de mamans enceintes ou de Ouais, voilà quoi, qui veulent d'accord. reprendre leurs études et tout quoi. Ok, ok. Et je sais pas trop si tu vas en parler, mais du coup, pour ta première année qui a été un peu plus compliquée, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui a été compliqué? Et parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, le voyage, on a tendance beaucoup à idéaliser, à croire que ça va être tout beau tout rose, alors que pas forcément. Et comment t'as fait pour dépasser ces difficultés? Alors, quand on est arrivé, c'était pas dans le but de venir, de faire 1 an et de partir. On est venu pour immigrer. Donc Ah, déjà, de base, donc l'énergie est pas la même, les projets sont pas les mêmes. On va pas se mettre dans les mêmes difficultés. On cherchait vraiment de la stabilité. Donc déjà, il y a vraiment ce truc-là qui est différent de la majorité des gens qui viennent en working holiday visa, c'est que nous, on est venus, on veut immigrer. Donc, en fait, beaucoup de disons, de croyances sur comment ça allait se passer, de désillusions exactement. J'étais partie sur un mot beaucoup trop compliqué. Donc beaucoup de désillusions en arrivant, dans l'aspect professionnel, social. On a été extrêmement seuls, de par le fait qu'il n'y ait que des working holiday visas qui partent au bout de 3 mois. Donc déjà ça c'est compliqué. Qu'on ne trouvait pas de gens qui faisaient la même chose que nous. Donc on se sentait un peu comme des extraterrestres, personne ne nous comprenait et on n'arrivait pas à trop se faire d'accroche quoi. Moi du coup je travaillais de la maison donc pas vie sociale, on était loin de la ville. Le boulot ça a été compliqué, de travailler dans un truc
où bah, tu vois, t'as pas besoin de compétences ni rien. Je travaillais dans un centre équestre où j'étais groom, alors qu'avant j'étais monitrice d'équitation, donc j'apprenais aux gens à monter à cheval. Et là, j'étais la personne qui allait récupérer les chevaux, leur mettait la selle, etc., pour les gens qui allaient faire cours. Et j'étais vraiment. Mon ego, il en a pris un coup, hein. Dans l'ombre et puis surtout tout en bas, quoi. J'étais vraiment. Alors que, en fait, j'étais surdiplômée par rapport à tous les gens qui étaient ici, quoi. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que vraiment. Là, t'es vraiment une immigrée, là. Là, tu parles pas la langue, tu peux pas t'exprimer comme tu veux, tu redescends en compétences de manière drastique, tu es complètement exploité, il fait chaud, tu fais beaucoup d'heures, tu es sous-payé, tu retombes. Je suis retombée à mes 14-15 ans. Moi, j'ai connu ça quand j'avais 14-15 ans, je suis retombée dedans, et ça a été très, 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 très violent. Et il faut s'y préparer. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont venir, ils vont travailler dans un bureau, ils vont avoir un super boulot en mine, machin. C'est compliqué. En fait, on est des étrangers ici. Voilà, on est littéralement des étrangers. C'est pour ça qu'ils nous acceptent. Et c'est pour ça qu'ils nous veulent. C'est pour faire des jobs que personne ne veut. Exactement. Exactement. Et c'est normal. Et c'est ce qui se passe en France aussi et dans tous les pays du monde. Ici, c'est normal. Enfin, c'est comme ça. Donc ça a été dur. Et puis de me dire aussi, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Parce que la première année, plein de fois, je me suis dit, mais Coraline, on rentre en fait. La chance, enfin, la malchance. Ouais. Alors ce qui m'a fait tenir, c'est ce qui se passe en Europe en fait. Je vais être honnête. Non, ce qui m'a vraiment fait tenir, c'est de voir que déjà, en fait, c'est mieux sur certains aspects en Australie et moins bien sur d'autres. Mais économiquement parlant et en termes de futur, ici, j'arrive à l'envisager, même si c'est dur, parce que voilà, j'ai encore des efforts à faire en anglais, si je veux avoir un bon poste, si on va arriver à immigrer, tout ça, ça va être dur. Mais je préfère galérer à l'étranger que dans mon pays. Et on en venait à galérer en France. On voyait pas l'avenir en France, on se voyait stagner en fait en France. Ok, on a nos CDI, machin, tu gagnes 2000 net, enfin si tu peux, 2000 net par mois, et encore, c'était même pas le cas. T'as ton petit appart, machin, tu veux acheter, c'est la galère, l'école, c'est la galère, enfin, tout est compliqué, il n'y a pas de boulot, enfin, t'as beaucoup moins de perspectives d'avenir. Ici, on fait des boulots on a fait des boulots pas ouf, et on avait un confort de vie qui était 2 fois, 3 fois plus élevé que ce qu'on aurait pu avoir en France, alors qu'on aurait eu des boulots qualifiés, en fait. Donc là, mon copain, le boulot qu'il fait, il est mieux payé que s'il était en France pour un boulot qualifié. Donc là, on fait des études, on paye, on a un loyer, on a 40 000 dollars d'études à payer, on a en tout. Parce que j'ai eu une bourse. Mais pour que les gens se rendent compte. Non, c'est super cher. Hein. Normalement, c'est 60 000 dollars. Et en gros, on paye un peu moins, on paye 36. On paye un peu moins de 40 000 parce que j'ai eu une bourse. En plus, pour les étrangers, je crois que c'est encore plus cher. Ah, mais c'est ça, c'est 60 000. Les Australiens, ils payent 10 000 l'année. Nous, on est à 30 000 l'année, donc c'est le triple. Donc, il y a plus de perspectives d'avenir et c'est beaucoup plus facile en termes de confort de vie ici qu'en France. Et nous, on va avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai envie de me dire, ok, mes enfants, j'ai envie qu'ils se disent, ben, si j'ai envie d'avoir des grandes ambitions, si j'ai envie je sais pas, d'ouvrir une entreprise ou quoi. C'est sûr que moi, j'étais à mon compte en France et j'ai détesté, c'était une horreur, vraiment, c'est pas du tout fait pour aider les gens à avancer en France, pas du tout. Alors moi j'avais une société en France, mon académie, donc j'avais une société et tu es taxé comme pas possible, tout est compliqué, le processus dans l'entreprise et pour l'ouvrir, pour la fermer, n'en parlons même pas, tout est extrêmement compliqué, c'est une paperasse pas possible, tout est rendu compliqué en fait, c'est pas que c'est compliqué, ils rendent tout compliqué. Il y a énormément de taxes, on est un des pays les plus taxés au monde, on est le pays le plus taxé au monde, on est en France, on est le pays le plus taxé au monde, c'est quand même lunaire. Et en fait, quand t'as ta société, moi je me versais pas de salaire, je pouvais pas, il fallait que je paye, je sorte 3 ou 4 fois je voulais me payer 600 € par mois, ce qui est absolument rien, voilà, alors que j'en gagnais beaucoup plus. Il fallait que je débourse 3 à 4 fois ce montant-là auprès de ma société pour me sortir 600. Donc en fait, j'ai voulu évoluer mon entreprise, avoir des salariés, etc. C'est impossible. C'est soit, je sais pas comment font les gens, et vraiment bravo. C'est soit tu es en micro-entreprise, tu fais ton
business et tout, tu vois, t'es là, t'as 2000 € par mois, t'es content, et ça tient. Si tu veux passer le cap de, ok, là j'ouvre une boîte, c'est mortel. Là où ici, il simplifie beaucoup plus les choses. C'est plus facile d'ouvrir les démarches sont beaucoup plus simples. Si t'as pas un master en IT, tu peux quand même travailler dans l'informatique si tu veux. Enfin, on s'en fout des diplômes ici, quoi. C'est juste pour immigrer que je le fais. J'en ai pas besoin, hein. Je trouverais un super poste si je voudrais, si je parlais mieux anglais. Mais les opportunités sont dingues en France. Il n'y a plus aucun avenir pour moi en France, pour les jeunes, plus du tout. C'est vraiment, c'est ma vision qui est très pessimiste, mais malheureusement, j'ai pas envie de faire grandir mes enfants là-bas, quoi, pour le moment. Ok. Voilà. Ok. Et enfin, j'avais quelques petites dernières questions pour toi. La première, c'est si tu devais recommander une ressource ou qui t'a particulièrement marqué, un livre, hormis le tien, bien sûr, un podcast, un film, un documentaire, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Depuis à mes 13 ou 14 ans, ma mère, elle m'a donné un livre quand j'avais 13-14 ans, que enfin, vraiment très très mal à cause du harcèlement scolaire, etc., en tentative de suicide. Enfin, ça allait pas du tout dans ma vie. Elle m'a donné un livre, ça s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et ben, c'est ce livre qui a tout changé dans ma vie et qui m'a permis de me dire, ok, en fait, c'est pas que t'es bête, c'est pas que t'es une merde en fait. C'est juste que tu fonctionnes différemment. Et en fait, j'ai commencé à analyser les gens et j'ai commencé à redescendre les gens du piédestal sur lequel je les mettais parce que pour moi, tout le monde était meilleur que moi, était plus intelligent, plus beau. Tout le monde. Moi, j'avais pas, ma parole n'avait aucune valeur. Et en fait, ce livre m'a permis de me dire, mais tout le monde va mal en fait. C'est pour les gens qui ne savent pas, pour les gens qui savent pas, c'est quoi de quoi il parle ce livre globalement? Alors, donc Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça parle en fait des différents traumatismes qu'on peut vivre dans notre vie, qui peuvent être petits ou gros, à n'importe quelle échelle, il n'y a pas vraiment d'échelle de grandeur, en réalité c'est plus la manière avec laquelle on le vit, qui en fait nous crée des traumatismes en nous et qui nous empêchent ou qui nous bloquent sur plein de choses dans notre vie. Ça peut être d'un point de vue comportemental, ça peut être une manière d'être qui peut être nocive pour les autres, comme quelqu'un qui est extrêmement dur avec tout le monde. En fait, c'est pas que ça lui fait plaisir, c'est parce qu'il a une blessure qui lui fait faire ça pour se protéger, en fait. Des personnes qui sont extrêmement renfermées, ou des personnes qui ont on a l'impression qu'elles sont très bébêtes, ou qu'elles font n'importe quoi, qu'elles ont 2 mains gauches. Enfin, voilà, il y a plein de catégories, plein de trucs différents qui, en fait, c'est pas elles sont pas comme ça, c'est pas qu'elles le veulent, c'est pas qu'elles font exprès d'être comme ça, c'est pas voilà, c'est qu'elles souffrent en fait ces personnes-là. Et du coup, ça aide juste à se dire OK, à me comprendre, à comprendre les gens, à comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit de telle manière à tel truc, pourquoi on est autant stressé quand on doit juste prendre la parole devant 3 personnes, pourquoi on a peur de changer de boulot alors qu'en vrai, enfin voilà, tout sur le papier fait on peut y arriver. Pourquoi on gâche nos relations amoureuses aussi, par exemple, quand on est toxique. Et tout ça, ça aide en fait à juste, au lieu de se dire c'est moi le problème ou c'est que les autres, de se dire ok, en fait, c'est pas moi le problème, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui me suis dit, tiens, tu vas être méchant hein, ou tu vas faire ça. D'être comme ça, non. Et donc ça aide en fait juste à prendre du recul et à on va dire, de se décentraliser un petit peu de tous ces traumas là qu'on a pu vivre et d'arriver à reprendre un peu possession de notre corps et de notre tête en fait. Parce qu'on réfléchit pas correctement quand on est dans ces blessures. Et du coup, ça aide de faire des trucs un peu fous dans sa vie, quoi, de partir en tour du monde, d'écrire un livre, d'ouvrir une boîte, de partir à l'étranger, ça aide beaucoup. Ok, très bien. Ensuite, j'aimerais savoir quelles sont les 3 plus grandes leçons que tu as apprises ces dernières années et que tu aimerais partager. Alors, la numéro 1, enfin numéro 1, on va dire les 3 leçons sans ordre, ce serait ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le vis. Dans le sens où c'est pas ton titre, c'est pas ton job, c'est pas parce que t'es CEO de Apple ou je sais pas que t'es heureux ou que tu mérites de l'amour ou du respect ou que t'as réussi ou que t'es voilà. Non non, c'est comment tu vis le parcours.
comment tu es dans ta vie, c'est ça qui est important. Donc on s'en fout de ce que tu fais, on s'en fout si tu réussis pas. Ce qui importe, c'est est-ce que tu te fais du bien à toi, au monde, aux gens qui t'entourent, est-ce que tu kiffes le process? Est-ce que tu prends du plaisir? Et puis si tu réussis ou pas, ou si tu arrives à telle échelle ou telle échelle, ou si tu gagnes tant ou tant, on s'en fout tant que tu es content de ce que tu fais. Donc ça, c'est une des leçons. Euh, Ensuite, la deuxième, je pense que ce serait plus d'un ordre personnel. C'est euh, c'est encore un travail, hein. C'est encore un travail, mais en tout cas, je me suis récemment, grâce à l'Australie notamment, de me dire, t'as pas besoin d'être une guerrière en fait, ça sert à rien quoi. C'est plus dur d'affronter et de vouloir combattre et te dire, allez, je suis courageuse, je vais arriver, machin, rien ne peut me vaincre. Tu sais, d'y aller vraiment comme un buffle quoi. Ça sert à rien, c'est épuisant, c'est pas du tout utile. En tout cas, pour une femme, je trouve, c'est très bien d'être douce, d'être vulnérable, c'est très bien. Et j'ai souvent vu ça comme être faible. Et j'ai souvent eu du mal avec les femmes qui étaient douces, calmes, etc. Parce que j'arrivais pas à développer ça en moi. Et en fait, aujourd'hui, je le cherche. Et je me dis, mais t'es juste sois tranquille et t'as rien à prouver, et t'as personne à combattre, t'es pas à la guerre quoi, t'es en train de vivre, t'es pas en train de faire un combat. Euh, ouais, oser demander de l'aide et oser aussi abandonner. T'y arrives pas, ben des fois c'est juste que tu dois pas y aller quoi, c'est pas grave. Si c'est trop dur, ben c'est trop dur, accepte que ce soit trop dur et juste toi, ouais, demande de l'aide, arrête, et puis c'est pas grave d'abandonner des fois aussi, c'est ok quoi. J'ai abandonné ma boîte alors qu'elle marchait très 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 bien. Parce que c'était un moment de ma vie où ben c'était plus ok quoi. Et c'était pas grave. Et la troisième, c'est en termes du couple et de la relation amoureuse. Comment dire ça? Je pense que notre génération, et dans celle qui arrive peut-être aussi, on a un problème, c'est qu'on a très peur de s'engager et on a très peur de s'ouvrir et de construire ensemble. C'est que si jamais on se sent pas avec la personne, on va dire ok, c'est pas la bonne, il faut que je change, je vais aller sur Tinder, machin. En vrai, non. Personne n'est bien. On est tous mal, on a tous nos failles, on est tous pas bien. Ce qui importe en vrai, c'est pas la personne en elle-même, c'est ce qu'elle fait en fait avec ce qu'elle a. Tout le monde est toxique. Tout le monde est toxique. Je le suis, tout le monde l'est. Et en fait, des fois, il faut juste se dire, ok, j'ai tel et tel comportement toxique. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais travailler sur moi et du coup faire en sorte de plus blesser mon compagnon? Ou est-ce que je m'en fous et je veux juste changer en pensant que ça sera mieux ailleurs alors que ce sera exactement le même problème? Bah voilà, c'est juste de se dire, ok, je vais régler ça. Et mon couple, il est pas parfait comme aucun couple. Mais juste de construire à deux, je trouve que c'est beaucoup plus beau que de chercher l'âme sœur. Ça n'existe pas, l'âme sœur. Elle n'existe pas. L'âme sœur, c'est celle qu'on construit, c'est pas celle qu'on obtient du ciel comme ça, quoi. Une relation ne sera jamais facile. Jamais. Jamais. Et au contraire, si c'est facile, je pense qu'il faut se poser des questions. Ouais. Je pense. Donc voilà un peu les trois dernières grandes leçons que j'ai eues, quoi. Trop bien. Maintenant, je vais te poser la question signature du podcast. Pour toi, ça veut dire quoi oser être soi? Oser être soi, je pense que c'est... pour moi, ce serait un peu suivre ses envies et ses rêves. Parce que finalement, ce qui nous définit, c'est nos rêves, quoi. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes manières de vouloir les réaliser. Et je pense qu'une bonne manière d'être soi, c'est vraiment réaliser ces rêves d'enfant. Quand on repense à quand on était enfant ou adolescent, quels étaient nos rêves. Parce que vraiment, je pense on n'est pas plus soi-même que quand on est enfant, clairement. Et je pense que le but d'une vie, c'est de redevenir enfant. Et du coup, juste réaliser ses envies, ses rêves et de garder son âme d'enfant aussi, de la nourrir même le plus régulièrement possible, parce que si on la perd, là, on est complètement déconnecté de soi-même, quoi. Donc être soi, c'est être un enfant, en fait, je pense. D'une certaine manière, c'est continuer à cultiver ce petit enfant vulnérable et ouvert à la vie, et plein de rêves, et qui n'a pas de limite, quoi. C'est ça la plus belle manière d'être soi-même, je pense. Ok.
Et c'est marrant que tu dises ça parce que pour la petite anecdote, ce matin, j'ai écouté un épisode de ton podcast, du coup, que je mettrai aussi dans la barre d'infos. Grimoire, c'est ça? Et l'épisode, c'était comment se reconnecter à son enfant intérieur. Et je me disais, c'est marrant parce que quand on est adulte, enfin quand on est enfant, on a envie d'être adulte très vite. Et quand on est adulte, ben, on essaye de se reconnecter à cet enfant. Enfin, il y a cette innocence qu'on a perdue et en fait, on passe notre vie à essayer de se reconnecter à ses rêves, ce qu'on aimait enfant, etc. Donc c'est vraiment drôle. Ouais, on passe notre vie à essayer d'être. Je pense qu'on passe notre vie à essayer d'être quelqu'un. De s'enfuir. Ouais, de S'enfuir du s'enfuir. regard des autres, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, on se rend pas compte de ce qu'on a tant qu'on l'a pas perdu, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc tu te rends compte de ton enfance et du bonheur que c'était d'être un enfant maintenant que tu l'es plus. Mm. On pensait qu'être adulte c'était Non, on idéalise tout quoi. Ouais. Donc ouais, donc c'est clair. J'aimerais bien redevenir une petite fille Ouais. sur plein Ah d'aspects. ouais, c'est Hein. sûr. Clairement, c'était beaucoup mieux d'être un gamin. Hein. C'est Et bon. sûr. Ok, trop bien. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, ce que tu partages, sur tes réseaux, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors, ben, sur ma page Instagram déjà, parce que c'est là où ma page Instagram professionnelle où je partage vraiment tout. Mon podcast, parce que du coup je compte le reprendre et parler davantage de ma vie un petit peu en Australie enfin, pas de ma vie en Australie, mais en tout cas des challenges d'immigration, Ouais. des challenges de vie voilà, qui peuvent aussi se parler à des gens qui immigrent pas forcément, quoi. Donc, S'appelle Grimoire. qui s'appelle Grimoire et qui restera Grimoire encore, c'est sûr. Ok. C'est un peu c'est mon livre de vie, quoi. Donc voilà, sur Instagram, sur le podcast, et puis mon livre aussi. Oui. Et puis voilà, hein. Et puis s'ils veulent me suivre, en tout cas, Instagram, c'est le mieux, quoi, je pense. Ok, trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses? Non, Ou, je ça pense a que été c'est, assez je pense que complet? c'est ok. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super chouette. Bah, merci d'avoir participé. Et puis voilà, écoute, je te souhaite le meilleur sur ton podcast aussi. Merci. Et merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!